Emmanuel Labonne, selon vous, le Hezbollah a les moyens d'ouvrir aujourd'hui un nouveau front, alors qu'on sait qu'il est engagé clairement aux côtés des troupes de Bachar al-Assad? Il faut bien comprendre que le Hezbollah n'agit pas indépendamment. Il est coordonné avec le régime de Bachar al-Assad et également avec l'Iran. Et par conséquent, s'il prend une décision de faire monter la tension, il ne la prendra pas seul. Il y a là des décisions coordonnées. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran et ce qui reste du régime de Bachar al-Assad ont intérêt d'ouvrir un nouveau front avec Israël, alors même que l'Iran se trouve en pleine négociation avec les puissances occidentales, alors même que le Hezbollah n'a pas la capacité seul d'ouvrir un front contre Israël, alors même que Assad se bat pour sa survie? Je pense que les risques d'une escalation à ce stade sont minimes. Emmanuel Labonne, c'est pour déjouer un attentat imminent qu'Israël a frappé, ou en tout cas a frappé supposément? Supposément, puisqu'Israël n'a pas confirmé cette frappe. Encore une fois, je n'ai pas les informations des services de renseignement, mais il est évident, à mon sens, que si Israël a pris l'initiative d'éliminer ces terroristes au moment où nous parlons, ou hier ou avant-hier, c'est qu'il y avait une raison. Donc, l'armée israélienne n'élimine pas de terroristes et ne prend pas le risque d'une éventuelle escalation sans que ce soit justifié. Donc sans posséder les informations des services de renseignement, je pense effectivement qu'on peut dire de façon très claire qu'il devait y avoir sans doute une menace imminente pour que l'armée, bien entendu les dirigeants, prennent cette décision. Cette décision, elle aurait été mue par des considérations électoralistes, ça vous paraît crédible comme thèse? À chaque fois qu'il y a une opération militaire de ce genre, cette affirmation surgit. Ce n'est pas la première fois, que l'on soit d'ailleurs en période électorale ou pas. Même quand on n'est pas en période électorale, on entend toujours ce genre d'affirmation surgir, à savoir accuser le gouvernement d'utiliser la situation sécuritaire à des fins soit électorales, soit politiques. Je pense que, comme je le dis toujours, ce genre d'affirmation est tout simplement cynique. On imagine mal comment un gouvernement responsable pourrait prendre le risque d'une escalade uniquement pour des raisons électorales. Et encore une fois, c'est vrai, comme l'a dit Ali Yoav Gallant, a suggéré cette idée hier, et s'est très rapidement remis à remettre à sa place par les autres hommes politiques et femmes politiques qui sont également en campagne, en lui disant en lui suggérant d'avoir un peu plus d'expérience en termes de politique et de communication afin de faire ce genre de déclaration irresponsable. Emmanuel Labonne, vous avez récemment signé une tribune sur notre site appelant les Juifs de France à quitter la France avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe est en train de se réveiller? Est-ce qu'elle est déterminée à se battre contre le terrorisme? C'est la question. La raison pour laquelle j'ai écrit cette tribune, c'est parce que je pense que les Juifs n'ont pas le luxe d'attendre de voir si l'Europe et la France en particulier vont se battre ou pas. Et on voit aujourd'hui, et en particulier depuis ces dernières années en France, qu'il y a des antécédents, des attentats qui se répètent. Il y a eu d'abord, bien entendu, le meurtre de Ilan Halimi en 2006, puis la tuerie de Toulouse en 2012, il y a ensuite l'attentat de Bruxelles, du musée juif de Bruxelles en 2013. Donc il y a là une tendance qui se répète. On voit également que les gouvernements, en dépit de leur volonté et leur bonne foi de protéger les communautés juives, n'ont pas un véritable contrôle sur ces cellules djihadistes sur leur territoire. Alors c'est vrai qu'on voit maintenant un espèce de réveil, une coordination entre les divers gouvernements européens pour essayer de contrôler ou de mettre fin à cette menace djihadiste. Mais je doute véritablement de la capacité des gouvernements européens de mettre fin à cette menace. Et quand on voit, on l'a vu sur vos images, des communautés juives qui sont entourées de soldats, où il y a aujourd'hui dans des synagogues et des écoles en France des soldats qui sont dans les écoles, dans les cours de récréation, dans les synagogues, je ne vois pas comment les Juifs peuvent vivre dans de telles conditions en Europe et en France en particulier. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse en même temps condamner la barbarie, d'une part, et dans un même souffle, appeler à la responsabilité, à la sagesse, à l'autocensure peut-être? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, on voit dans votre reportage qu'il y a un mouvement très large dans le monde musulman qui s'identifie avec ceux qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo, qui brûlent des effigies de François Hollande, qui condamnent finalement la liberté de la presse. Il y a là un mouvement populaire très large autour du monde musulman. En ce qui concerne la liberté d'expression, oui, je pense que la liberté d'expression doit être totale, sauf quand il y a incitation au meurtre ou à la haine. La véritable ligne rouge, c'est l'incitation. Mais la liberté d'expression, cela inclut
la liberté d'offenser. Oui. Et parce qu'on entend en France, hein, par exemple, la politique du deux poids deux mesures. On a évoqué par exemple Dieudonné et l'interdiction de leur spectacle, etc. Pour vous, c'est différent donc? Je pense, comme je l'ai dit, que la ligne rouge, c'est l'incitation à la haine. Je pense que Dieudonné a le droit de tenir même des propos antisémites. Oui, cela aussi fait partie de la liberté d'expression, je le dis clairement. Qu'on a le droit de tenir des propos anti-islamistes, même si ça ne me plaît pas, même si je pense que c'est de mauvais goût, c'est inapproprié, mais cela fait partie de la liberté d'expression. La véritable ligne rouge, c'est l'incitation. L'incitation à la haine ou l'incitation au meurtre. Mais le droit d'offenser, cela fait partie également de la liberté d'expression, que ce soit Dieudonné qui tient des propos antisémites, ou que ce soit Charlie Hebdo qui font des caricatures de mauvais goût sur l'islam. Il faut bien. Alors, Emmanuel Navon et Amir Badran, les dessins de Charlie Hebdo ne font pas l'unanimité dans le monde arabo-musulman, certainement pas, mais dans les pays européens également, à commencer par la Grande-Bretagne. Je vous propose de regarder cet extrait. C'était mercredi dernier, jour de la parution du nouveau numéro de Charlie Hebdo. Caroline Fourest, qui est une ancienne chroniqueuse de Charlie Hebdo, était interviewée sur la chaîne de télévision britannique Sky News. Je vous propose de regarder. Is this, which is completely crazy, that in UK you cannot show a simple drawing as that. With Mohammed Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended by that. As you know, here in Sky News, we've taken the editorial decision not to feature the cover of Charlie Hebdo. Emmanuel Navon, votre action? Je pense que l'Angleterre est devenue un pays d'immis. L'Angleterre n'a plus la liberté d'expression. Si en Angleterre, dans un pays libre, on n'ose pas montrer des caricatures simplement parce qu'ils ont peur de la réaction de la rue, on voit la réaction de la rue. C'est ce qu'on appelle une mentalité de dhimmi, c'est de soumission à l'islam. Et je crois que là, les pays européens ont le choix entre se battre pour leurs principes ou se soumettre à ces menaces. Emmanuel Navon, cet examen préliminaire, il porte sur des crimes commis depuis le 13 juin 2014. C'est exactement la date qui coïncide avec l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens. Pourquoi, selon vous, Israël doit être plus inquiet que les Palestiniens? Israël ne doit pas être plus inquiet que les Palestiniens. Vous avez parlé de crimes, c'est ce qu'affirme l'OLP. Il n'y a pas de crime. Israël ne fait que se défendre contre 2 organisations terroristes que sont le Hamas et l'OLP. Israël s'est défendu selon les critères du droit de la guerre, du droit international, et nous avons en face de nous 2 organisations terroristes qui vont à une cour internationale pénale pour essayer de faire passer le combat sur le terrain diplomatique. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ne s'étaient pas joints à la Cour pénale internationale, puisque dès sa création au début des années 2000, il y avait un doute sur sa politisation, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une institution purement juridique, c'est une institution politique qui a été récupérée, qui l'est aujourd'hui, on le voit très bien. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ne s'étaient pas joints. Israël non plus, n'a pas... Bien entendu, parce que c'est une institution qui est devenue politisée, qui est utilisée, qui est manipulée par des organisations et par certains pays, par des organisations également terroristes, pour mener leur combat sur le terrain diplomatique. Mais je pense qu'Israël devrait être là plus proactif et justement collaborer avec la CPI, éventuellement même se joindre à la CPI et poursuivre en justice ces 2 organisations terroristes que sont le Hamas et l'OLP pour leurs crimes de guerre contre des citoyens israéliens, mais également contre des citoyens palestiniens, puisqu'ils se servent d'eux comme boucliers. Et ils tirent sciemment vers des cibles civiles israéliennes, alors que Israël, comme je l'ai dit, s'est mené dans la dernière guerre à Gaza selon le droit de la guerre, en ne visant pas des cibles civiles et en toujours prévenant les civils avant. Donc je pense que, au contraire, il faudrait y aller pour que là, on mette sur le banc des accusés les véritables terroristes.